Rico Omar Harris a vu le jour pour la toute première fois en ce monde lors de la journée du 19 mai de l'année 1977. Cet homme, dont le nom complet est Rico Omar Harris, est donc né officiellement à cette date précise de la fin des années 60, marquant ainsi le début de son existence et de son parcours personnel à partir de ce moment historique de sa naissance. À Los Angeles, il est devenu le premier enfant de Margaret Fernandez et Henry Harris qui, peu après la naissance de leur fils, ont brièvement déménagé dans l'État de l'Oregon, où Henry a trouvé un emploi. Après leur retour à Los Angeles, le couple a eu 3 autres enfants, pratiquement l'un après l'autre. Henry était très violent au sein de sa famille. Il frappait et insultait sa femme et ses enfants, en particulier Rico, qui était la principale cible de la colère de son père. Finalement, Margaret a emmené les enfants et a quitté son mari. Elle a déménagé à Alhambra, une petite ville de la banlieue de Los Angeles. En tant qu'aîné, Rico restait souvent le chef de famille pendant que sa mère travaillait toute la journée. À 16 ans, Rico mesurait 2 mètres 3 cm et pesait 98 kg. On aurait dit que ce garçon était né pour le basketball. Il ne lui a pas fallu longtemps pour devenir la star du terrain de basket de son école et transformer son club de basket autrefois morose en une équipe dynamique attirant de nombreux spectateurs. Après avoir terminé le lycée, Rico est entré à l'université et en 1997, il a mené son équipe de basket universitaire à sa première victoire au championnat de l'État. Il a continué à jouer professionnellement avec beaucoup de succès jusqu'à ce qu'il se blesse en 2000. Lors d'une altercation, Rico a été frappé à la tête avec une batte de baseball. Peu après, il a commencé à souffrir de violents maux de tête et ne pouvait plus tenir debout fermement. Finalement, Rico a dû quitter l'équipe. Sa carrière de basketteur s'est terminée. Contraint de quitter le sport, le jeune homme s'est perdu et ne savait pas quoi faire de sa vie. Pour faire face au stress, il a commencé à consommer de l'alcool, puis de l'héroïne, de la méthamphétamine et de la cocaïne. Rico, qui menait jusqu'à récemment une vie saine et était une étoile montante du basket, noyait désormais sa tristesse dans la drogue et l'alcool. Il était incapable de surmonter seul ses dépendances. Le jeune homme a été arrêté à plusieurs reprises pour consommation d'alcool en public. Après avoir été libéré suite à quelques jours passés en prison, il replongeait aussitôt dans la boisson. Les multiples tentatives de la famille et des amis de Rico pour le convaincre de se ressaisir n'ont pas abouti. En 2007, à l'âge de 30 ans, Rico a fait une overdose, ce qui l'a conduit dans un centre de réhabilitation. La guérison a pris beaucoup de temps, mais finalement Rico s'est rétabli. Peu à peu, il retrouvait une vie normale. Bien que sa carrière de basketteur soit terminée, le jeune homme restait déterminé à réussir. Il a travaillé à plusieurs endroits, gagné bien sa vie, aidé sa mère et s'est acheté une excellente voiture. Les choses allaient de mieux en mieux. En 2012, Rico travaillait comme chef de la sécurité dans l'une des boîtes de nuit. C'est là qu'il a rencontré Jennifer Song, avec qui il a rapidement commencé à sortir. La jeune femme vivait dans sa propre maison à Seattle, travaillait comme agente d'assurance et avait une petite entreprise. Les relations à distance étaient entretenues grâce à des appels réguliers, des messages et des rencontres le week-end. En septembre 2014, Rico a emménagé chez Jennifer. D'après ses amis, le jeune homme avait de grands projets. Il comptait se marier et fonder une famille. Cependant, le déménagement s'est avéré plus difficile pour Rico qu'il ne l'avait imaginé avec Jennifer. Après avoir vécu une semaine dans la maison de sa petite amie, il n'avait toujours pas défait ses affaires. Jennifer voyait que Rico était contrarié, manquait de confiance en lui et s'inquiétait de ne pas apporter d'argent à la maison. Le week-end, le jeune homme travaillait comme agent de vente de timeshares. Soudain, un espoir inattendu est apparu. Le 11 octobre, un entretien a été fixé pour Rico concernant un nouveau poste. Cela a donné des ailes au jeune homme. Selon Jennifer, elle a immédiatement remarqué un changement chez son bien-aimé. Ainsi, un jour, en rentrant à la maison, elle a vu qu'il avait enfin rangé ses affaires dans l'armoire et les tiroirs de la commode. La jeune femme comprit que Rico était prêt à vivre avec elle.
Le 8 octobre 2014, Jennifer est allée s'entraîner à la salle de sport. Rico a dit à la jeune femme qu'il prévoyait de se promener dans Seattle et de découvrir la ville. Vers 8 heures du soir, lorsque Jennifer est rentrée chez elle, elle a constaté que Rico n'était pas là. Elle supposa que le jeune homme se promenait encore. Cependant, il s'est vite avéré qu'en réalité, il était parti à Alhambra pour rendre visite à sa famille et récupérer quelques affaires. À 2 heures de l'après-midi, le 9 octobre, Rico est arrivé chez sa mère. La veille, il n'avait pas dormi. Il avait passé 18 heures au volant et, au moment de retrouver Margaret, il était debout depuis environ 30 heures. En entrant dans la maison, il a salué sa mère, l'a prise dans ses bras et l'a embrassée. Tout était comme d'habitude. Margaret a demandé à son fils ce qui n'allait pas à Rico. Elle sentait qu'il voulait lui parler, de quelque chose en particulier. Cependant, la conversation n'a pas eu lieu. Rico rangeait silencieusement ses affaires dans son sac à dos. Margaret ne savait pas s'il était vraiment venu chez elle pour prendre ses affaires ou s'il avait d'autres projets. Mais ce qu'elle savait avec certitude, c'est qu'il lui avait manqué et qu'il était venu la voir. Plus tard, Rico a dîné avec son petit frère et lui a offert un nouveau téléphone portable. Le jeune homme avait l'air fatigué, et vers 10 heures du soir, Margaret lui proposa de se reposer un peu avant de prendre la route. Cependant, Rico ignora ce conseil et partit tard dans la soirée pour Seattle. Après avoir quitté Alhambra, Rico prit la route vers le nord sur l'autoroute interétatique numéro 5. Plus tard, il s'arrêta à Lodi pour faire le plein. Le 10 octobre, vers 3h30 du matin, Rico a appelé Jennifer et lui a dit qu'il comptait faire une sieste quelque part dans les montagnes, car il n'avait pratiquement pas dormi depuis près de 2 jours après avoir quitté Seattle. Vers 8h du matin, les jeunes gens se sont de nouveau appelés et Rico a dit qu'il se trouvait dans les environs de Sacramento. Ils ont parlé pendant environ 15 minutes. La voix du garçon a paru très fatiguée à Jennifer. Peu de temps après, la mère de Rico l'a appelé. Il lui a dit qu'il comptait manger un morceau et se reposer. Plus tard, Jennifer a essayé de recontacter Rico, mais il ne répondait pas au téléphone. À 10h45 du matin, le garçon lui a envoyé un message. « Désolé d'avoir manqué ton appel. Tout va bien, je pense à toi. » Ce fut le dernier contact avec Rico. À 11h15, son téléphone portable est devenu injoignable, et toutes les tentatives suivantes pour le contacter ont échoué. N'ayant toujours pas vu Rico revenir, Jennifer a décidé d'appeler sa mère pour lui demander s'il était rentré chez elle. Le 13 octobre, quelques jours après que Rika ait manqué un entretien et ne se soit pas présenté, il est devenu évident qu'il avait disparu. La mère du garçon a contacté la police, à Alhambra. Le même jour, un adjoint du shérif du comté de Iola, en Californie, patrouillait dans la zone de la route 16 le long de Cache Creek. En arrivant sur le parking du parc Cache Creek Canyon, le policier remarqua une berline noire Nissan Maxima, garée sur l'aire de stationnement réservé aux visiteurs. Il n'y prêta pas grande attention et continua sa route. Le lendemain, lors d'une nouvelle patrouille, le policier repassa par cet endroit et remarqua de nouveau la même voiture. Il semblait étrange que la voiture soit restée au même endroit, pendant toute une journée. Il fallait l'inspecter. Aucun signe de lutte ou d'activité criminelle n'a été découvert près de la voiture. Les portes étaient verrouillées. En regardant à l'intérieur par la vitre, le policier aperçut des objets éparpillés dans l'habitacle, des CD, des cartes de crédit et quelques papiers. Le policier a vérifié la plaque d'immatriculation du véhicule et s'est assuré que la Nissan n'était pas signalée volée. Après avoir établi que la voiture était enregistrée au nom de Rico Harris, les agents de la police locale ont contacté le département de police d'Alhambra et ont signalé la découverte du véhicule. La mère de Rico en a également été informée. La localisation du propriétaire de la voiture restait inconnue. Bientôt, une opération de recherche a été lancée dans la région du canyon de Cache Creek. Les équipes de recherche et de sauvetage inspectaient les routes avoisinantes et les zones boisées le long de la rivière. Des véhicules tout-terrain, des hélicoptères et des chiens de recherche ont été mobilisés pour les recherches. Plus tard, un avion de recherche équipé d'une caméra thermique a survolé la zone. Une zone dans un rayon de 8 km autour du parking où la voiture de Rico a été retrouvée a été fouillée. 43 km de sentiers de randonnée ont été inspectés. 3 jours après le début des recherches, les premiers indices sont apparus. Sur la rive de la rivière, près du parking, une équipe de recherche et de sauvetage est tombée sur des traces de pas assez grandes menant vers la rivière. En plus de cela, une semelle intérieure de basket de grande taille a été retrouvée.
Les détectives ont conclu que, très probablement, les traces et la semelle intérieure avaient été laissées par Rico Harris. Les policiers ont supposé qu'il était descendu vers l'eau pour se rafraîchir ou boire. Plus tard, la voiture a été remorquée et fouillée minutieusement. La voiture était presque à court d'essence et la batterie était déchargée. Dans l'habitacle, les enquêteurs ont trouvé le portefeuille de Rico et, à l'exception d'une seule, toutes ses cartes de crédit. Le téléphone portable du jeune homme était absent. Les détectives ont trouvé 2 bouteilles en plastique. L'une contenait de l'alcool, l'autre était vide. Cependant, à en juger par la faible odeur qui s'en dégageait, elle avait auparavant contenu la même boisson. Plus tard, la voiture a été examinée par des experts criminels à la recherche d'empreintes digitales et d'ADN. Au cours de l'enquête, les détectives ont contacté l'opérateur de téléphonie mobile de Rico et ont demandé les données de localisation de son téléphone. En moins d'1 heure, ils ont été informés que le signal avait été enregistré par une antenne relais dans la région de Redwood Valley, à 110 km de l'endroit où la voiture de Harris avait été retrouvée. Plus tard, les enquêteurs ont contacté les habitants de cette région et ont trouvé une personne qui était en possession du téléphone de Rico. L'homme a déclaré qu'il ne savait pas à qui appartenait le téléphone portable, mais il a expliqué comment il l'avait obtenu. Avec sa femme et son petit-fils, il roulait sur la route numéro 16 le long de Cache Creek. À un moment donné, le garçon a remarqué un sac à dos sur le bord de la route et en a informé les adultes. Ils se sont arrêtés, sont sortis de la voiture et ont regardé dans le sac à dos pour essayer de trouver des informations sur son propriétaire, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont essayé d'appeler le propriétaire sur la route et près de la rivière, mais personne n'a répondu. Finalement, ils ont emporté le sac à dos et le téléphone portable avec eux. Après que les affaires de Rick se soient retrouvées entre les mains des détectives, de nouvelles questions sont apparues. Pourquoi le sac à dos que le jeune homme avait emporté pour le voyage s'est-il soudainement retrouvé sur le bord de la route ? Le contenu du sac à dos était également inquiétant. En plus des affaires, il y avait des câbles avec des pinces crocodiles. Cela semblait étrange car ce genre d'objet est généralement gardé dans le coffre ou près de la roue de secours. Et il n'y a vraiment aucune raison de les emporter avec soi lorsqu'on part chercher de l'aide. Materica a confirmé qu'il avait de tels câbles qu'il transportait dans le coffre. Mais pourquoi se sont-ils retrouvés dans son sac à dos ? Une vidéo a été retrouvée sur le téléphone de Rico qu'il avait filmé sur le parking. On y voit le jeune homme assis dans sa voiture, écoutant de la musique et chantant à voix haute, déchirant des papiers, éparpillant des disques, ce qui explique le désordre retrouvé dans la voiture. Cependant, on ignore dans quel état se trouvait Rico à ce moment-là. Les policiers ont avancé plusieurs hypothèses sur les raisons pour lesquelles sa voiture était à court d'essence et que la batterie était déchargée. Il a été établi que Rico s'était arrêté pour faire le plein à l'ode. À ce moment-là, son réservoir contenait 76 litres de carburant. Sur le trajet jusqu'au parking, il aurait dû en consommer, environ 50 litres. Mais où sont passés les autres ? En ce qui concerne la batterie, il a été suggéré que Rico avait écouté de la musique jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée. Cependant, une autre question se pose ici. Qu'est-ce qui a poussé Rico à s'écarter autant de son itinéraire ? L'endroit où sa voiture a été retrouvée se trouve à 80 km de l'autoroute I-5 menant à Seattle. Rico a-t-il vraiment parcouru tout ce chemin en pleine nuit juste pour admirer les montagnes ? Ou bien est-il venu là avec un but précis ? Après que l'information sur la disparition de Rico Harris se soit répandue dans tout le comté, des témoins sont apparus dans l'affaire. Plusieurs personnes ont déclaré l'avoir vu le 12 octobre, soit le 2e jour après sa disparition. Le premier témoin a parlé d'un grand Afro-Américain, assis sur la barrière de sécurité. Un autre a décrit un homme similaire marchant vers le sud le long de la route numéro 16. Plusieurs jeunes gens qui se trouvaient sur ce même parking ont rapporté qu'un homme correspondant à la description de Rico tournait autour d'une voiture noire, semblait désorienté et errait sans but. Les témoignages des témoins, les traces de chaussures, le téléphone, le sac à dos, tout cela confirmait que Rico avait bien été à ces endroits. Le 12 octobre, le jour où son sac à dos a été retrouvé près de la barrière de sécurité, à 3 km du parking. Il est possible qu'il soit parti chercher de l'aide sur la route, qu'il ait été très fatigué, qu'il ait laissé tomber son sac à dos et qu'il ait fait du stop. Ou alors il est descendu à la rivière pour boire, puis il est remonté à un autre endroit, plus pratique, et a fait du stop. Mais qu'est-il arrivé à Rico ensuite ? Il est difficile de comprendre comment un homme de 2 mètres pesant 140 kg a simplement disparu. Cependant, le 19 octobre, une semaine après la disparition de Rico, l'affaire a pris un tournant tout à fait inattendu.
Un témoin a déclaré qu'à 5h30 du matin, il roulait vers le sud sur la route numéro 16. Sur la droite, sur le bas-côté, il a vu un homme corpulent marchant le long d'une clôture en fil de fer, qui s'étend parallèlement aux buissons en bord de route, tout près de l'aire de stationnement où la voiture de Rico avait été retrouvée auparavant. C'était important, car ce jour-là, l'un des adjoints du shérif, membre de l'équipe de recherche, avait découvert de nouvelles traces de pas de grande taille qui n'étaient pas là auparavant. Cela signifie qu'une semaine après la disparition de Rico, il était de retour dans ces lieux. Mais comment et pourquoi est-il revenu sur le parking une semaine plus tard? Où se trouvait-il pendant tout ce temps? Il est peu probable que Rico ait erré dans les environs, où vivent des ours, des pumas, et où le risque de se blesser est élevé. Il est possible que quelqu'un l'ait emmené jusqu'à la localité la plus proche, puis l'ait ramené ensuite au parking. Cela a convaincu les enquêteurs que Rico était parti avec quelqu'un en voiture, puis avait décidé de revenir pour récupérer ses affaires. Mais qu'est-il arrivé après cela? Un mois après la disparition de Rick, une nouvelle recherche a été menée dans les environs du parking avec des chiens spécialisés dans la détection de cadavres. Si Rick avait eu un accident et était mort dans cette zone, les chiens auraient retrouvé les restes. À un moment donné, l'un des chiens s'est dirigé vers un grand plan d'eau en aval. L'équipe de secours a fait appel à des plongeurs qui ont inspecté le fond de la rivière, et tout ce qui ne pouvait pas être vu depuis la rive, mais sans succès. Rick a tout simplement disparu de la surface de la Terre. À ce jour, il n'existe aucune théorie convaincante sur ce qui est arrivé à Rico Harris. Dans cette affaire, tous les scénarios sont possibles, allant de l'accident à un suicide. On ne peut que supposer pourquoi Rico s'est arrêté précisément à cet endroit. Compte tenu de ses problèmes avec la police liés à la consommation de substances interdites, la version la plus convaincante est que le jeune homme voulait simplement se cacher des regards indiscrets plutôt que de s'arrêter en pleine vue. Un sachet vide ayant contenu une dose a été retrouvé dans sa voiture. Au moment où Rico est arrivé sur le parking, il n'avait pas dormi depuis 50 heures. Et c'est probablement la drogue qui l'aidait à rester éveillé. Le détective Dean Nyland, chargé de l'enquête sur cette affaire, a exclu la possibilité d'un acte criminel. Les photos et vidéos sur le téléphone de Rico montrent qu'il est venu volontairement dans le comté de Yolo et qu'il était seul. Aucune trace de lutte n'a été trouvée dans la voiture à côté de lui. Son sac à dos et son téléphone n'ont également montré aucun signe d'acte criminel. Nyland pense que Rico les a peut-être laissés là par accident ou intentionnellement, afin d'éviter d'être localisé via le traceur GPS du téléphone. Le détective pense que le jeune homme a peut-être pris la mauvaise direction après avoir fait le plein, puis s'est dirigé vers les montagnes près de Krugoyola. En voyant le parking, Rico a probablement décidé de faire une petite sieste. Il est tout à fait possible que le moteur de la voiture ait continué à tourner jusqu'à ce que le carburant soit épuisé. À son réveil, Rico a découvert qu'il n'y avait plus d'essence dans la voiture. Comme le jeune homme avait écouté de la musique pendant plusieurs heures, la batterie s'est déchargée. Après avoir erré dans le quartier pendant plusieurs jours, y compris ceux où il était recherché, Rico est revenu à sa voiture et a découvert qu'elle avait disparu. À ce moment-là, il est soit parti dans la forêt, soit s'est dirigé vers une autre ville. Il a probablement été pris en stop. Cependant, ce n'est qu'une supposition. On ne sait toujours pas dans quel but Rico est venu dans ce quartier. S'est-il égaré ou est-il venu là intentionnellement? Le sac à dos du jeune homme, retrouvé au bord de la route, soulève également des questions. Qui l'a laissé là et pourquoi? Quant aux câbles de démarrage trouvés dans le sac à dos, ils servent généralement à fournir un courant de démarrage, sur les bornes d'une batterie de voiture déchargée. Dans de tels cas, la source de courant est généralement une autre voiture. Il est probable que Rika voulait démarrer sa voiture à l'aide d'une autre. Mais pourquoi a-t-il emporté ces câbles avec lui alors qu'il serait parti chercher de l'aide? L'aspect le plus étrange de cette affaire, pour moi, est que une semaine après la disparition de Rico, il a été aperçu non loin du parking. De plus, des traces fraîches de ses chaussures ont été retrouvées. Où était-il pendant toute une semaine? Même s'il est revenu à sa voiture et a découvert qu'elle n'était plus là puisque la police l'avait remorqué, qu'est-il arrivé au jeune homme ensuite? À ce jour, la disparition de Rico Harris reste un mystère,